En tout cas, être accompagné, être sensibilisé et être soigné par rapport à cela. Donc ça, c'est une démarche qui est très importante pour Jean Rutner, notamment sur les violences faites aux femmes, bien sûr, mais pas que. Toutes les violences, notamment aussi, bien sûr, celles faites aux enfants. Voilà, c'est le sens de notre engagement et notre volonté de participer à cette table ronde. Je vais rester bien évidemment pour vous écouter. J'espère que nous pourrons nouer, Monsieur le Président, des relations à l'issue qui nous permettront de travailler ensemble. Merci. Merci Madame la Vice-Présidente. Et bien on va démarrer. Madame Lacroix, c'est à vous. On va, je crois, dans un premier temps, parler des violences dans la famille et notamment de la question du secret. Merci infiniment. Évidemment, quelques mots de remerciement d'abord pour France Victime 54, qui m'a gentiment convié à intervenir aujourd'hui, et un grand remerciement pour cette belle manifestation où j'apprends moi-même beaucoup de choses depuis hier matin. Alors, effectivement, le thème qui m'a été donné, c'est la violence dans la famille, ou les violences dans la famille, et la grande question du secret. Et on l'a dit hier, ce qui va me permettre de faire le lien avec les propos déjà tenus hier. Hier, ça a été dit, la famille est un lieu de refuge, un lieu de sécurité, en principe. Et pourtant, on le sait tous, elle se révèle parfois l'alcôve de tous les dangers. Et indépendamment même d'ailleurs de la période que nous avons vécue liée au coronavirus. Je ne les rappellerai pas, mais il suffit de prendre les chiffres des violences intrafamiliales, physiques, violences physiques, violences sexuelles, qui le démontrent bien évidemment. Face à ces violences, la grande question qui se pose souvent, c'est de savoir comment les appréhender et comment appréhender celui qui sait et qui ne dit rien, celui qui se tait. La dénonciation pose, la dénonciation par les tiers de ce qui se passe dans la sphère intrafamiliale pose des questions à la fois éthiques, morales et évidemment juridiques. Instinctivement, on peut penser, et on peut tous penser, que la protection, puisque c'est le thème de ces assises, la protection des victimes de violences conjugales ou de violences familiales et la garantie de leur sécurité passe par la révélation des faits. Pourtant, c'est pas si simple, et ça impose en réalité de distinguer qui révèle. Est-ce que c'est la victime qui se tait? Est-ce que c'est les membres de la famille? Est-ce que c'est les tiers extérieurs qui ne sont pas soumis à un secret quelconque? Ou est-ce que ce sont les tiers qui sont soumis à un secret professionnel? Alors, évidemment, on ne va pas s'attarder très longtemps ce matin sur le cas du voisin. Le voisin qui entend, le voisin qui voit par une fenêtre, l'ami, le collègue qui constate le matin au travail, peut-être sa collègue de bureau a un œil noir et que pour la 50e fois, elle est tombée dans les escaliers où elle n'a pas vu la porte entrouverte. Ici, la loi, je veux dire, est à peu près sans ambiguïté. Il n'est pas question de secret. Il n'est pas question de secret parce que les tiers, ces tiers, les voisins, ont pour partie les obligations de dénonciation. Il y a 2 articles dans le Code pénal aujourd'hui qui obligent quiconque, c'est donc chaque citoyen, chacun d'entre nous, à dénoncer lorsqu'il a connaissance de certains faits. Connaissance d'un crime, je vois un viol, je l'ai vu, je dois dénoncer le crime. Ou connaissance de privation, de mauvais traitements, d'agression sexuelle infligée à un mineur ou à une personne qui n'est pas en état de se protéger parce qu'elle est particulièrement vulnérable, typiquement une personne handicapée ou une personne âgée. 2 cas de dénonciation prévus par la loi pour celui qui voit, qui sait et qui ne dit rien. Première précision ici, pour celui qui voit, qui sait, qui ne dit rien, le voisin, l'ami, le membre de la famille, le cas échéant, et ça fait le lien, souvent ces violences intrafamiliales sont d'abord des secrets de famille. Dans la famille, ça se sait. Et pourtant, tout le monde se tait. Et ce sont des secrets, pour reprendre une expression que j'aime beaucoup et emprunter à Serge Tisseron, ce sont des secrets qui suintent de génération en génération. Et en réalité, ici, la question est de savoir si on peut imposer à la famille de dénoncer. Est-ce qu'il appartient à la mère de dénoncer les violences conjugales commises sur sa fille par son conjoint, ou à la mère de dénoncer les violences sur leur enfant commises par le père? Compliqué. Là, en réalité, là encore, la loi est assez claire, le secret n'a pas lieu d'être. Dans la famille, il existe, mais de par la loi, il n'a pas lieu d'être s'il s'agit d'une victime mineure ou vulnérable. À nouveau, on va laisser de côté les violences conjugales. Mais pour les mineurs et les victimes vulnérables, le secret n'a pas lieu d'être.
j'allais vous dire, la solidarité nationale va être reléguée au second plan lorsque la protection de l'enfant est en jeu. Pourquoi? Parce que lorsqu'on regarde les infractions de non-dénonciation de crimes, viol sur mineurs par exemple, on a une obligation de dénonciation, et les crimes en général, il y a une immunité familiale prévue par la loi. Si je sais que mon mari a braqué une banque, pour faire clair, je ne suis pas obligée de le dénoncer. En revanche, en matière de violence sur mineurs, oui, pas d'immunité familiale qui va. Obligation donc de dénoncer. La mère doit dénoncer le père, ou le père, la mère, peu importe, si il sait qu'il y a un viol sur l'enfant. Et c'est important parce que ça me paraît important de dire que quand la solidarité familiale est tiraillée entre l'auteur d'une infraction et la victime d'une infraction, la loi a choisi, la loi a tranché. C'est vers la victime que cette solidarité doit se faire, et c'est une manière de sanctionner le parent indigne, pas celui qui frappe, celui qui ne dit rien contre ces violences. Plus complexe demeure la question des violences, quand on a ces violences intrafamiliales, des tirs tenus au secret, soit par État, soit par profession, puisque le secret professionnel, vous le savez sans doute, emporte un devoir de se taire. Et contrairement, pour faire un petit écho à l'actualité, au propos d'un ecclésiastique, propos récent, qui pensait que le secret, et notamment celui de la confession, est au-dessus des lois de la République, il faudrait lui répondre qu'en réalité, le secret est dans les lois de la République. Le secret professionnel est une des lois de la République en réalité. Et pour reprendre les termes d'un juriste ancien, celui-ci faisait valoir, et c'est important, que le bon fonctionnement de la société veut que le malade trouve un médecin, que le plaideur trouve un défenseur, le catholique son confesseur, mais ni le médecin, ni l'avocat, ni le prêtre ne peuvent accomplir leur mission si les confidences qui leur sont faites ne sont pas assurées par un secret inviolable. Il importe donc à l'ordre social, pour le bon fonctionnement de la société, que ces confidents nécessaires soient astreints à la discrétion et que le silence leur soit imposé sans condition ni réserve. Personne, finit-il, personne n'oserait plus s'adresser à eux si l'on pouvait craindre la divulgation du secret confié. Ce qui explique que toujours aujourd'hui, là encore, dans notre arsenal répressif, on punit la violation du secret professionnel et les infractions dont j'ai parlé, de non-dénonciation de crimes ou de sévices sur mineurs, ne sont pas applicables évidemment à celui qui est tenu au secret professionnel. Pourtant, depuis quelques années, on insiste à une forme d'intolérance à l'existence d'un secret professionnel, et notamment lorsqu'il s'agit d'atteintes sur les enfants. Mais cette intolérance à l'existence même qu'il puisse y avoir des secrets professionnels, on la voit aujourd'hui naître de la même manière dans le cadre des violences conjugales. Et on l'a vu, il suffit de reprendre le Grenelle sur les violences conjugales, puisque l'une des mesures phares qui avait été annoncée et qui a été mise en œuvre, ça a été la levée partielle du secret professionnel dans le cadre des violences conjugales, et on le verra au bénéfice des médecins, bénéfice ou à la charge des médecins. Et donc la question du secret dans ces violences intrafamiliales, vous l'aurez compris, en réalité c'est une question classique pour les juristes, et je suis d'abord et avant tout juriste. C'est un conflit classique entre deux valeurs protégées, l'intérêt de la société et l'intérêt du patient, l'intérêt de celui qui a un secret, et l'intérêt des victimes d'infractions. Et face aux violences intrafamiliales, la priorité donnée à la protection des victimes, en réalité, devient le marqueur de nos lois contemporaines. On a fait un choix entre ces deux valeurs protégées qu'il faudrait concilier. C'est d'abord la protection des victimes, qu'elles soient mineures ou majeures. Et quand on regarde les dispositions qui permettent de lever ce secret professionnel, les cas où les professionnels peuvent passer outre ce secret, on voit qu'on a de plus en plus de dérogations, de plus en plus de facilités. Il suffit de regarder l'article, pour être technique, 226-14 du Code pénal, qui prévoit ces exceptions au secret professionnel, les possibilités de lever du secret professionnel. Ces hypothèses de révélation licite, on les a modifiées en 98, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2015 et 2020. Toujours dans le même sens. De plus en plus d'hypothèses de levée du secret professionnel. Toutes ces réformes sont orientées vers l'élargissement des cas de révélation, évidemment autorisés, et tout orienté vers une profession en particulier, les professionnels de santé. C'est à eux, en réalité, on donne de plus en plus de possibilités de lever ce secret professionnel. Pourquoi? Parce qu'on l'a dit aussi hier, les médecins sont en première ligne pour constater ces violences intrafamiliales. Ils sont les plus à même de détecter ces faits et donc de les dénoncer.
Alors, juste on va essayer de faire une petite distinction quand même entre le cas des mineurs, quand est-ce qu'on peut dénoncer, révéler, signaler un mineur, une violence sur mineur, ou lorsqu'il s'agit des violences conjugales. Pour les mineurs, il faut être clair, il y a deux règles qu'il faut avoir en tête. C'est que la liberté de conscience est la boussole du signalement de ces violences, mais que la limite à cette liberté de conscience, c'est le péril pour le mineur. Autrement dit, on a des possibilités de signalement pour les médecins, en conscience, en toute conscience, mais lorsqu'il y a péril pour le mineur, ça devient une obligation, en réalité, de signalement. Alors, pour faire clair, le médecin, les médecins, quels qu'ils soient, et les professionnels de santé, c'est-à-dire quand on dit professionnel de santé, il faut être clair, ça veut dire votre ophtalmo, ça veut dire votre pharmacien, par exemple, ça sont les professionnels de santé, peut, avec l'accord de la victime, en principe, c'est ce que dit le texte, peut signaler des cas de violence sur mineur ou sur personne majeure. S'il s'agit d'un mineur ou d'une personne particulièrement vulnérable, il peut aller outre cet accord. Alors, ce qui veut dire qu'on a deux cas, un mineur ou une personne particulièrement vulnérable, personne handicapée, femme enceinte, puisqu'on les classe en général pour les personnes particulièrement vulnérables, le médecin peut dénoncer sans l'accord de la victime. En revanche, qu'il s'agit d'une femme adulte, le code prévoit qu'il faut son accord pour dénoncer aux autorités. Bien. Dans tous les cas, le médecin ne le fait qu'en toute conscience. Autrement dit, on a des règles qui incitent les professionnels de santé à signaler de tels faits. Mais ce n'est pas une obligation. Alors peut-être au plan moral, mais au plan pénal, au plan juridique, c'est tout, sauf une obligation. Le code est clair, il doit agir en conscience, à lui de voir s'il garde le silence ou s'il parle, et dans les deux cas, il respecte la loi. S'il garde le silence, personne ne peut lui en faire de reproche, il est tenu au secret professionnel. S'il parle, personne non plus ne peut lui en faire en principe le reproche, puisque la loi l'autorise à le faire. La limite pour ces professionnels, en réalité, c'est le cas du péril. Autrement dit, il y a une hypothèse dans laquelle la loi oblige les gens à parler, une seule, c'est la personne qui serait en péril. Le péril, c'est plus que le danger, évidemment, parce que là, on parlerait tout le temps. Donc le péril, ça va au-delà du danger. Le péril, c'est un danger imminent, actuel, constant. Le danger, on ne sait pas quand est-ce qu'il va se produire. Il faut savoir qu'il y a des violences en général, ça ne veut pas dire qu'il y a péril. Mais c'est la seule hypothèse où on peut transgresser ce secret, et j'allais dire, c'est dans laquelle on se court en réalité sur le secret professionnel. Tout autre est le cas qu'on a introduit récemment sur la protection des victimes de violences conjugales. Je vous l'ai dit, jusqu'à la loi issue du Grenelle de l'environnement, la loi dite Couillard, si on voulait dénoncer des violences conjugales, si un médecin voulait dénoncer des violences conjugales, il était tenu par un impératif, le consentement de la victime. Rien ni personne ne pouvait, sauf péril, évidemment, signaler sans l'accord d'une victime majeure. Aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, on va passer outre ce consentement. Ce qui me permet de faire le lien avec les propos quand même qui ont été tenus hier, et j'y reviendrai par M. Puech, sur le fait de savoir si aujourd'hui on n'était pas arrivé, en termes de protection, à déposséder la victime elle-même de savoir ce qu'elle voulait, elle ne voulait pas faire. Alors ce nouveau cas de signalement qui a été introduit dans le code pénal vous dit la chose suivante, qu'un médecin ou un professionnel de santé peut porter à la connaissance du procureur de la République des informations relatives à des violences exercées au sein du couple. On va voir les conditions après. Il peut le faire aujourd'hui. Encore une fois, il faut bien comprendre ce que dit la loi, il peut le faire, c'est facultatif, ce n'est pas obligatoire. Tout professionnel de santé peut prendre la décision, là encore en conscience, c'est le même système que ce qu'on connaît pour les mineurs, en conscience de signaler de tels faits. La question, c'est les conditions auxquelles il peut signaler ces faits qui peuvent interroger. Pourquoi? Parce qu'il y a trois conditions pour qu'un médecin puisse signaler de tels faits. D'abord, il faut un danger immédiat pour la victime. Alors, sur ce point, je vous avoue que la juriste lui pense que la loi apporte quand même un peu de confusion. C'est quoi un danger immédiat? C'est un péril. Le péril, on l'a déjà dans le code. Un médecin était déjà tenu de dénoncer en cas de péril. Moi, je ne sais pas faire la différence entre danger immédiat et péril. Le péril, c'est un danger immédiat. Donc, pour les juristes, distinguer le danger, qui est en principe une notion claire, un risque de mort, de blessure, mais aléatoire dans son intensité, dans sa survenance, et le péril, en revanche, on est sûr qu'il va arriver, et à très brève échéance,
Entre les deux, il y a le risque immédiat, le danger immédiat, ce n'est pas très clair. À mon avis, ce n'est pas très clair. Et alors, je le dis d'autant plus que le législateur lui-même a reconnu que quand même il introduisait la notion qui existait déjà dans le code. Je vous le dis parce que j'ai lu les débats au Sénat sur cette question, et on vous dit que la proposition peut être comprise comme une mesure à visée pédagogique, qui clarifie pour les professionnels de santé la possibilité qu'il aurait fait de déroger au secret, plus que comme une véritable innovation juridique. Alors si c'est pour dire déjà ce qu'on savait dans le code, je ne vois pas l'intérêt, sauf à introduire des difficultés supplémentaires, de rajouter une disposition. Deuxième condition, la victime n'est pas en mesure de se protéger. Pourquoi elle n'est pas en mesure de se protéger, nous dit la loi? Parce qu'elle est sous contrainte morale résultant de l'emprise exercée par l'auteur des faits de violence. On l'a dit, l'emprise a fait son entrée dans la loi, et en l'occurrence ici dans le code pénal, sans que de définition n'y soit clairement apportée, ce qui là aussi va poser des difficultés. J'ai bientôt fini, qui va poser des difficultés. Pourquoi? Parce qu'au médecin de déterminer ce qu'est l'emprise, ou si la femme est sous emprise, à mon avis, c'est pas simple pour les médecins. Et puis enfin, le médecin doit s'efforcer d'obtenir l'accord de sa victime, et encore une fois, ce n'est pas une obligation, il peut passer outre. Alors, pour conclure, quoi dire? Que ces nouvelles dispositions qui ont eu pour ambition de protéger les femmes victimes de violences conjugales comportent en réalité, à mon sens, en germe, des risques à l'opposé de cette ambition affichée. D'abord, ces nouvelles mesures, on l'a dit déjà, et ça a été beaucoup écrit, ça avait été dit lors des auditions de la loi, et notamment par un juriste lorrain qui n'est pas là aujourd'hui, mais ceux qui le connaissent le reconnaîtront, et qui est un spécialiste du secret professionnel. Le risque, c'est la rupture du lien de confiance entre le médecin et la victime. Elle n'ira plus, c'est possible, voir son médecin si elle sait qu'il la dénoncera à sa place. Deuxième risque, l'auteur des faits. Il n'emmènera plus ou il empêchera son conjoint d'aller chez le médecin s'il sait qu'il risque d'être dénoncé. Dès lors, si on a créé un secret professionnel pour protéger les intérêts des patients et qu'on trahit ce secret, on ne protège pas en réalité les intérêts du patient. Sur le plan philosophique, ensuite, et ce qui, moi, me gêne le plus, mais peut-être parce que je suis une femme, le texte a été fait, je cite là encore les auteurs de ce texte, parce que ça permet de renforcer l'accompagnement des victimes de violences conjugales, à l'instar de ce qu'on fait pour les mineurs. Bien, c'est-à-dire que les femmes sont donc des mineurs. On a le même régime aujourd'hui, juridiquement, on a créé le même régime pour les femmes que pour les enfants mineurs. En 1804, lorsque Napoléon crée le Code civil, il fait des femmes des incapables juridiques, on avait progressé de plus. Nous avons donc régressé. Encore une fois, faire un signalement contre le gré de la victime de violence conjugale ramène la victime à un statut d'enfant mineur et non pas d'un adulte responsable. Ce qui me fait dire quand même, et j'en finirai par ça, que parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions et que, en réalité, le souci de protection des victimes de violences ne peut pas aller jusqu'à confisquer la parole, et la parole des femmes qui subissent des violences conjugales. L'avenir dira, peut-être que je me trompe, l'avenir dira si cette mesure a eu pour conséquence, pour effet bénéfique, de protéger les femmes en matière de violences conjugales. Mais tout de même, il me semble, et je vais reprendre et conclure sur les mots de la Fédération dans le cadre du préambule des 40 propositions pour un droit des victimes en mouvement. La Fédération, à l'époque, avait dit que les victimes attendaient d'être prises au sérieux, d'être reconnues, d'être traitées avec respect et dignité. Être traitées avec respect et dignité dans l'aide et dans la protection, à mon avis, consiste à dire que l'aide aux victimes, ça consiste non pas à assister, c'est-à-dire créer une asymétrie entre assistant et assisté, mais à accompagner nos victimes, ce qui consiste à faire un bout de chemin avec elles et de les traiter à égalité. Merci beaucoup. On va enchaîner sur la question de la place de l'élu dans la protection des membres de la famille. Madame Laitier, c'est à vous. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très très heureuse, et ce n'est pas une formule toute faite, que d'être ici ce matin. Et au préalable, je voudrais adresser deux remerciements. Alors le premier, bien sûr, à France Victime, à sa présidente, à son vice-président, pour avoir choisi Nancy
comme lieu pour ces 34e assises nationales. Le choix d'une ville pour un congrès ou des assises est toujours une richesse pour cette ville. Et donc, l'ancienne que je suis ne peut que s'en réjouir. Donc, vraiment merci. Et puis, le deuxième merci, bien sûr, c'est à France Victime 54 et sa présidente. Merci Anne-Sophie. Je connais ton investissement en la matière. Je sais que tu n'es étrangère ni au fait que finalement Nancy ait été choisie, ni à l'ordre du jour d'hier. Nous avons passé hier, je crois, 2 minutes sur mon temps de parole pour dire une journée extraordinaire avec des tables rondes d'une richesse fabuleuse. Et vous avez réussi, vous les organisateurs, à regrouper dans un même lieu, une même journée sur un même sujet. Alors, c'est la trilogie du théâtre classique. Vous avez réussi à regrouper tous les acteurs de la prévention, de la protection, de l'aide aux victimes, y compris sur le volet des agresseurs. Et là, je pense que c'est un vrai pas qui a été franchi, et vraiment merci. Alors, je vais terminer par un clin d'œil, peut-être. Anne-Sophie, la prochaine fois, peut-être que si chacun avait eu dans son très joli sac, vous savez, la poudre respect que nous a montré hier, ça aurait été très bien. Donc, nul doute qu'un grand bravo. Alors là, je pense que ce sont eux qui vraiment ont la palme. Ces jeunes de Seine-Saint-Denis, c'était extraordinaire. Mais je pense que maintenant sur shopping, je ne sais pas quoi.fr, on devrait pouvoir en trouver et s'en procurer toutes et tous. Allez, revenons à mon sujet, là, parce que oui, je sais, j'ai un timing. La commande qui m'avait été passée, si je puis m'exprimer ainsi, donc, était donc de réfléchir avec vous et devant vous, sur la place de l'élu dans la protection de la famille. Alors, pour m'appuyer sur ma propre expérience, sur mes réflexions passées et présentes, je ne parlerai ici, bien sûr, que du rôle de l'élu municipal. J'en profite pour saluer les élus municipaux présents dans cette salle et les élus du conseil départemental également, sachant que, effectivement, le conseil départemental joue un rôle déterminant puisque la protection de l'enfance est une de ses grosses compétences obligatoires, et sachant aussi, pour avoir toute la palette des élus, que les parlementaires jouent aussi leur partition sur ce sujet avec le volet législatif. J'aime beaucoup le titre de cette 4e table ronde, la famille comme lieu à protéger. Il a fait naître en moi 2 questions que je vais vous donner avec les réponses que personnellement j'y ai trouvées. Première question, pourquoi la cellule familiale, qui est de l'ordre de l'intime, nous sommes tous d'accord, doit-elle être protégée par la puissance publique? N'y aurait-il pas, pour certains, je dis bien pour certains, risque d'ingérence et parfois refus de cette protection? Alors la réponse, bien évidemment, elle est oui, oui et oui. Pour quelle raison? Première raison, parce que je vois la famille comme une micro-société, un espace, cela a été dit hier, sous diverses formes de transmission, d'éducation, de sécurité, en principe. Parce que ces micro-sociétés, elles composent notre pays, avec son modèle social, avec ses principes de vie en commun, et qu'ainsi, le soutien que nous apportons aux cellules familiales, il a un double caractère vital. Vital pour les membres de la famille, en particulier les plus fragiles, vital pour l'avenir de notre pays. Ainsi, pour moi, agir pour les familles, c'est aussi agir collectif. Maintenant que j'ai répondu positivement à la première question, la seconde question. Comment les élus municipaux peuvent-ils donc protéger les familles et de façon plus ciblée les enfants de ces familles? Il y a quelques mois, l'Association des maires de France et l'Association des maires des grandes villes de France ont participé à un groupe de travail sur la protection de l'enfance au ministère des Solidarités dans le cadre de la préparation de la nouvelle loi de protection de l'enfance qui a été adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale le 6 juillet dernier. Celle-ci s'articule sur 3 temps forts. La prévention, qui sera mon sujet, le signalement, la prise en charge des enfants. Effectivement, depuis la loi de décentralisation de 1983, cette compétence, je le disais tout à l'heure, est confiée au département, ce que réaffirme la réforme.
en la faisant reposer sur un certain nombre de mesures judiciaires, éducatives, sanitaires, et en faisant aussi intervenir les services de l'État, mais aussi en réaffirmant l'importance de la prévention. Et les maires, réunis lors de ces réunions de travail, ont demandé que ce champ soit bien précisé dans la nouvelle loi, parce que leur contribution est forte dans ce champ. En effet, leur proximité avec leurs administrés les amène très souvent à avoir une connaissance bien en amont des difficultés naissantes, suspectées ou déjà avérées des uns des autres. Par quel canal? Soit directement, via des demandes d'aide, via les CCAS, Centres communaux d'action sociaux, via les écoles, les crèches, les centres de loisirs, les cantines, les logements, les EHPAD, tous ces services développés par les villes qui mettent en contact le public, les administrés, qui très souvent arrivent et déposent en même temps que leurs enfants ou en même temps qu'ils vont voir leurs personnes âgées leurs problèmes. Soit indirectement par le biais des associations qui sont encore plus près des habitants que les élus et qui composent la richesse d'une ville. Certaines familles, en effet, ne vont pas oser se rendre dans un service municipal pour de multiples raisons, estimant qu'elles ne seront pas, que ce n'est pas pour elles, qu'elles n'auront pas accès. Mais elles iront se confier à telle ou telle association de quartier qui est au bout de la rue, dont elles connaissent quelqu'un, et cette association, elle, alertera l'élu. D'où l'extrême importance de ce travail en réseau et d'un maillage territorial social dont le maire doit être l'architecte. Je crois personnellement, je pense que vous l'avez compris déjà, très fort en l'importance, je dirais même la primauté de la prévention. Certes, toutes les mesures de protection, de signalement, de prise en charge sont indispensables, mais elles ne feront jamais, quelle que soit leur excellence, que réparer. Je prends toujours l'exemple d'un très beau vase de Chine qui tombe, il est cassé, il est réparé par des experts d'une finesse incroyable, on ne voit rien. Il n'empêche que ce vase, il est fêlé. Cette prévention, bien évidemment, elle doit intervenir le plus en amont possible. Je vais prendre quelques exemples des lieux où un élu, justement, peut exercer ce travail. Lorsque je construis une crèche et que je donne ainsi à des moments la possibilité de continuer à travailler, j'œuvre bien évidemment pour l'égalité homme-femme, j'œuvre également pour le fait que ces femmes vont pouvoir respirer et que le foyer va pouvoir continuer à avoir deux sources de revenus et non pas plonger comme c'est le cas parfois quand ça disparaît dans la pauvreté. Lorsque je pratique la cantine à 1 € et que je permets à des enfants de manger correctement une fois par jour, lorsque j'ouvre des lieux d'accueil enfants-parents et qu'ainsi des mamans peuvent venir y exposer librement leurs difficultés en échangeant avec d'autres mamans, sans être jugées, avec juste un écoutant. Lorsque j'ai des garderies sur ma commune, j'offre ainsi des temps de répit à des parents épuisés. Et il n'y a pas de honte pour un parent à aller au cinéma, à aller chez le coiffeur comme une maman, en laissant son enfant. Lorsque je construis des logements adaptés aux familles, des aires de jeu pour les parcs publics pour toutes ces familles qui n'ont que des appartements. Et je pourrais ainsi continuer l'énumération en prenant tous les champs de compétences des mères. Oui, ainsi, je protège des familles. Je suis dans la prévention, leurs enfants, contre les violences intrafamiliales aux multiples causes. Je ne vais pas les développer ici et je me situe bien dans l'avant. Alors bien sûr, tout n'est pas aussi simple et idyllique et la recette ne fonctionne pas à chaque fois. Le maire, l'élu, rencontre sur sa route de multiples difficultés. Il est aux prises de multiples questionnements, plus ou moins compliqués à résoudre. Je vous en donne juste quelques-uns sans les réponses. Ce serait beaucoup trop long. La multiplicité des compétences du maire dans des domaines croisés des secteurs socio-éducatifs, judiciaires, de police rend plus que nécessaire de poser la question du sens que l'on peut donner à la levée du secret. La question du partage de l'information, du secret professionnel, fait la différence entre l'information partagée et l'information transmise. Quel est le domaine dans lequel se situe cette information?
Autre sujet, le pilotage de l'articulation entre les politiques de prévention et de protection qui sont réellement parfois à améliorer. Et puis une demande que l'on retrouve très régulièrement, qui est celle de développer une formation commune de base, allais-je dire, sans être péjoratif, à tous les acteurs concernés par l'enfance. Et enfin, très souvent, le sentiment pour un élu d'une véritable impuissance face à une personne qui vient vous voir, qui vous sollicite en pensant au contraire que vous êtes tout puissant et apte à réussir là où tous les autres ont échoué. Je vais juste en quelques secondes vous livrer un exemple personnel. Une maman m'a demandé un rendez-vous quand j'étais mère adjointe ici et est venue me trouver avec son petit gamin de 7 ans et un dossier haut comme ça qu'elle m'a collé sur mon bureau comme ça. Elle a mis le petit ainsi, elle m'a dit voilà, alors je n'en peux plus, voilà mon dossier, le père ne me le rend pas à l'heure, ne me le rend pas quand il faut, enfin bref, quelque chose de tragiquement tout à fait classique, devant le petit qui était là. Donc j'ai commencé par le confier à ma collaboratrice dans un autre bureau, et puis j'ai essayé de démêler le dossier qui était... enfin bref, et cette femme était persuadée que j'allais pouvoir d'un claquement de doigts résoudre son problème et faire en sorte que le petit lui soit rendu à l'heure, lui soit rendu, et puis lui soit rendu propre, et puis etc. Bon, donc vraiment là, vous êtes assez dépourvus. Alors heureusement, en tant qu'élu, on a quelques numéros de téléphone, donc bon, j'ai appelé une amie spécialisée en avocate de la famille et je lui dis écoute, voilà, je te confie, fais quelque chose, mais au moins j'ai écouté cette femme. Mais sincèrement, je veux dire, j'avais l'impression quand elle est sortie de mon bureau de ne pas avoir fait grand-chose. Alors, mon mode de conclusion, c'est bien évidemment l'élu est là pour protéger les familles, et se situe dans la prévention, essentiellement dans la prévention. Et si vous me le permettez, vraiment toute modestie, c'est à Martin Luther King que j'emprunterai le début de ma conclusion. J'ai fait un rêve. Alors ce rêve, ce serait quoi? Que les structures d'aide sociale à l'enfance ferment, que nous n'ayons plus ce genre de rendez-vous, non pas parce que nous sommes débordés, non pas parce que nous estimons que nous ne pourrons rien faire, mais parce qu'il n'y aurait plus d'enfants à protéger, mais simplement de la prévention. Et la prévention reste effectivement le plus beau des challenges. Alors j'ai entendu hier que pourquoi pas ça pourrait être le titre de la prochaine de ces prochaines assises. C'est effectivement un titre merveilleux et merci beaucoup pour votre attention. Merci Madame Laitier pour ce partage d'expérience. Quand on a été maire adjoint pendant plus d'une vingtaine d'années à Nancy, je crois qu'on a un petit peu d'expérience. On va enchaîner avec Édouard Durand. Merci Monsieur Durand de nous avoir rejoints. Vous êtes, je rappelle, le co-président de la commission indépendante sur l'inceste et des violences sexuelles faites aux enfants, mais vous êtes aussi juge des enfants, et c'est, je crois, sur ce sujet que vous allez revenir. Pour un certain nombre de niais amiteux que la vie déçoit, la famille reste une institution nécessaire, parce qu'elle met à disposition, et comme à portée de la main, un petit nombre d'êtres faibles que le plus lâche peut effrayer. Car l'impuissance aime refléter son néant dans la souffrance d'autrui. Écrit Bernanos dans Sous le soleil de Satan. Pendant le confinement de mars 2020, j'étais chez moi, comme tout le monde, et j'ai d'abord eu peur. J'avais peur que mes proches meurent, et j'avais peur de mourir. Et puis j'ai été frustré, parce que je n'étais pas libre de mes mouvements.
mais surtout, j'étais bien. Je n'étais plus confronté au monde extérieur, à l'adversité du monde et de mon métier si difficile comme les vôtres, et j'étais en sécurité. Et j'ai compris que l'une des plus grandes inégalités entre les êtres humains est celle qui sépare les personnes qui vivent dans une maison qui est un lieu de sécurité et les personnes qui vivent dans une maison qui est un lieu de danger et de confrontation à la mort. Et que c'est peut-être pour ça, comme vous l'avez suggéré, Madame la maire, que l'ordre public a quelque chose à voir avec ce qui se passe dans le secret des maisons. Et que mon rôle, bien sûr, comme juge, j'ai une mission constitutionnelle qui est d'être gardien des libertés individuelles. Mais je suis aussi celui qui doit envoyer la police ou les militaires fracturer les portes des maisons des autres pour garantir que chacun pourra y vivre en sécurité. Cela dit, il a fallu du temps aux humains que nous sommes pour penser que nous étions légitimes à entrer dans les maisons des autres. 98% de ce qui fait notre pensée est dominé par un concept juridique de puissance paternelle. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que nous avons pensé la possibilité de déchoir un père de la puissance paternelle en cas de mauvais traitement sur son enfant. Pendant le temps le plus long de notre histoire, la protection de l'enfance n'a concerné que les enfants orphelins et les enfants vagabonds, d'ailleurs considérés comme des délinquants. Il faut donc, comme vous, que j'entre dans les maisons des autres, en tout cas que je regarde ce qui s'y passe. Et on m'a demandé si, comme juge des enfants, j'avais des mesures spécifiques à utiliser. Et je vais vous décevoir, je n'en ai aucune. Aucune mesure spécifique. Ernestine Ronel et d'autres hier vous ont présenté non seulement un livre de respect qui est magnifique, je vous encourage à aller sur votre moteur de recherche, il paraît que je n'ai plus le droit de dire le nom, de recherche, mais vous prendrez celui que vous voulez, vous garderez Jeune contre le sexisme, Saint-Denis. Il y a d'autres petits films qui sont extraordinaires, comme c'est les faire Ernestine Ronel. Elle a inventé le téléphone grave danger, l'ordonnance de protection, la mesure d'accompagnement protégé, l'espace de rencontre protégé et le protocole féminicide. Le juge des enfants a deux mesures que vous connaissez, l'action éducative en milieu ouvert et le placement. Je dis que placer un enfant victime de violence conjugale sans protéger sa mère est immoral. Nous avons beau être payés pour nous occuper exclusivement des êtres humains mineurs, nous ne pouvons pas laisser un être humain majeur en danger sans le protéger. Et nous disons protéger la mère, c'est protéger l'enfant, parce que tant que sa mère n'est pas protégée, l'enfant ne peut pas l'être, parce qu'il est envahi par la peur de la mort de sa mère. Et si je n'ai pas de mesures spécifiques, alors je dois mettre en œuvre mes mesures non spécifiques de façon spécifique, adaptées aux problèmes que j'ai à traiter. Et je ne peux pas me contenter de dire AEMO ou placement sans voir comment ces mesures s'appliqueront de manière particulière aux problèmes. Mais quels sont ces problèmes? Je vous propose deux outils. Je me suis dit progressivement que pour aller en audience et juger mes semblables, il me fallait deux outils. Et je les soumets à votre appréciation. Le premier est ce que j'appelle les 4 configurations de conjugalité. Copyright ou non. L'entente, l'absence, le conflit et la violence.
parce que le risque que nous faisons courir aux autres est de générer de la confusion dans ce qu'ils vivent. L'entente. Il paraît que ça arrive. Il est vrai que parfois les parents s'entendent pour maltraiter leur enfant. Et quand les parents se séparent, parfois ils continuent à s'entendre. Mais c'est rare. On les voit le dimanche aux abords du canal Saint-Martin. Et ma nouvelle femme est ta meilleure amie, et ton nouveau mari est mon meilleur copain. Nous allons voir des matchs de rugby ensemble. Mais c'est rare. Il faut souvent des années pour retrouver l'entente. Le problème est que notre société, si libérale, fait aux familles une injonction à s'entendre. Et à s'entendre au moment où c'est le plus difficile, quand ils ne peuvent plus se supporter. Attention au modèle de l'entente, souvent très prématuré. L'absence. Parce qu'il n'y a qu'un parent qui s'occupe des enfants. Le plus souvent, c'est la mère. Pas toujours, mais le plus souvent. L'autre parent est absent, invisible ou présent de façon aléatoire. Je viens quand je veux, à l'heure que je veux. Je ramène les enfants quand je veux. N'oubliez pas qu'on se suicide parfois pour ça, pour la demi-heure constante du retard du dimanche et d'humiliation. Je le dis notamment à l'adresse des policiers et des gendarmes, parce que ça peut les fatiguer comme nous, le dimanche quand la mère vient dire qu'il y a encore du retard. Mais je rappelle qu'on se suicide pour ça. Et puis la distinction de violence-conflit, c'est celle-ci que je voulais venir, elle est essentielle et cruciale évidemment. Conflit, violence. Conflit, violence. Je me souviens d'une situation, c'est une famille qui est en train de dîner. Le père, la mère, les 3 enfants. Et pendant le dîner, la mère dit à son fils aîné, qui était en CM2, si ma mémoire est bonne, dis donc, je suis allé vous chercher à l'école tout à l'heure, j'ai parlé avec ta maîtresse, elle m'a dit que tu lui avais menti. Je ne veux pas que tu mentes à la maîtresse. Le père la projette par terre. Il lui dit, tu parles pas comme ça à mon fils. Alors elle va se réfugier dans sa chambre, il va la chercher dans sa chambre, il la ramène par le col, il la pose sur sa chaise, et il lui dit, maintenant tu manges. Conflit, violence. Je ne veux pas que tu mentes à la maîtresse. La loi fait de moi un sujet du droit de ton éducation. Je ne veux pas que tu mentes à la maîtresse. Il la projette par terre. Conflit, violence. À chaque fois que nous utilisons conflit pour violence, nous mettons les familles en grand danger. Second outil, ce que j'appelle, copyright, les 4 registres de la parenté. La filiation, l'autorité parentale, le lien et la rencontre. La filiation, l'autorité parentale, le lien et la rencontre. Le père tue la mère sous les yeux de leur petite fille. Le père est mort. La mère est morte, pardon. Le père est en prison. La petite fille est confiée à une famille d'accueil, à sa tante, je ne sais plus. Et de la prison, le père est celui qui autorise ou interdit que sa fille bénéficie de soins en psychotrauma. C'est un système légal pervers. Et de sa prison, le père dit « Je veux voir ma fille ». Alors on demande à la petite fille « Veux-tu voir ton père ?» Elle dit non. On lui demande pourquoi. Elle dit « Parce que j'ai peur et parce que je suis en colère ». Voyez-vous, là ce n'est pas le juge, mais la psychologue ou l'éducateur, je ne sais plus, qui dit « Il faut l'obliger à y aller ». C'est son père, après tout. Il faudra bien qu'elle fasse avec.
faisant ainsi la confusion entre la filiation, l'autorité parentale, le lien et la rencontre. Oui, c'est son père, je ne dis pas le contraire, et malheureusement pour elle, il ne faut pas bien qu'elle fasse avec toute sa vie. Mais ce n'est pas parce que c'est son père qu'il doit avoir l'autorité parentale. Ce n'est pas parce que c'est son père qu'il faut faire la confusion entre le lien et la rencontre. La distinction entre le lien et la rencontre a transformé ma vie de juge des enfants quand j'ai entendu le pédopsychiatre, le docteur Nouvel, la faire pendant la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux des enfants. Il disait « Le lien, c'est psychique. La rencontre, c'est physique. » Et parfois, la rencontre attaque le lien. Et j'ajoute, parfois, il faut aider l'enfant à se délier, à ne plus être envahi par la figure omnipotente de l'agresseur à l'intérieur de lui, pour qu'il se remette à jouer avec ses camarades, à faire des lignes d'écriture et tout simplement à dormir sans faire des cauchemars. Je fais une petite parenthèse sur les cauchemars. J'ai le temps, une minute. Je fais une petite parenthèse sur les cauchemars, parce que nous, en protection de l'enfance, on a un regard très différent sur le père et sur les mères. On n'aime pas beaucoup les mères. C'est difficile d'être une bonne mère en protection de l'enfance. Vous savez comme moi. Si une mère va chercher ses enfants à l'école, si elle ne va pas chercher ses enfants à l'école, on dit qu'elle est négligente. Si elle va chercher ses enfants à l'école, on dit qu'elle est étouffante. Et si elle leur apporte à goûter, on dit qu'elle est fusionnelle. C'est difficile d'être une bonne mère. Mais les cauchemars, moi ça m'arrive d'en faire. Et Karen Salvini, qui est psychologue, m'a appris qu'il y a des cauchemars non traumatiques et des cauchemars traumatiques. Et grâce à Dieu, je fais des cauchemars non traumatiques. Et ces cauchemars n'interviennent pas au même moment du cycle de sommeil, de sorte que moi je peux me rendormir. L'enfant victime de violence qui subit un psychotrauma fait des cauchemars traumatiques. Il ne peut pas se rendormir. Il fait des cauchemars, il produit des hormones de stress, l'adrénaline et la cortisol. Et pour apaiser et contenir la surproduction des hormones de stress, il doit produire une hormone d'apaisement qui s'appelle l'ocytocine. Ne me demandez pas comment ça s'écrit. Ce qui lui permet de produire de l'ocytocine, c'est le contact corporel avec des animaux, ce que nous tolérons, mais encore plus judicieusement et efficacement, le contact corporel avec sa figure d'attachement principale, pour la plupart des humains, c'est sa mère. Et donc l'enfant va devoir dormir avec sa mère. Je me souviens d'une psychologue qui disait à une femme victime de violence conjugale dont l'enfant était très angoissé et qui faisait des cauchemars traumatiques, vous vous débrouillez comme vous voulez. Votre enfant ne peut pas dormir avec vous. Le dit, machin, etc. N'oubliez jamais que dit que c'est un enfant mal prévu. Elle lui dit, vous faites ce que vous voulez. Vous mettez un cadenas sur votre porte, mais votre fille ne peut pas dormir avec vous. Si quelqu'un sait comment s'écrit le mot ocytocine, je vous propose d'envoyer un mail à cette psychologue. Un autre modèle que je vais donner, qui est très important pour les personnes qui travaillent en protection de l'enfance, c'est qu'on oublie trop souvent. Il y a une autre grande distinction. Je schématise, mais pour penser, il faut schématiser. Il y a les familles où il y a deux parents dangereux. Deux parents protecteurs, on sait faire, on sait pas là, vous avez raison, on fait tous ce même rêve. Deux parents dangereux, on sait faire, on fait intervenir, en gros. Et un parent dangereux, un parent protecteur. En général, la loi s'applique et les professionnels à mettre le parent protecteur en plus grande difficulté encore. Quand on a un parent dangereux et un parent protecteur, nous avons le devoir de neutraliser le parent dangereux et de permettre au parent protecteur de protéger son enfant. Ça me paraît essentiel, en distinguant selon les 4 registres de la parenté et les 4 configurations conjugales. De plus en plus, moi je pense que ce qui est notre problème, c'est notre difficulté à articuler nos principes fondamentaux. Nous ne savons pas bien faire. Parfois nous interprétons nos principes fondamentaux de sorte qu'ils viennent faire écran entre les humains et la loi. C'est le cas de la présomption
présomption d'innocence qui n'a jamais été conçue par les humains pour générer un système d'impunité des agresseurs. Et c'est pourtant comme ça que nous la mettons en œuvre. Et dès qu'une mère vient dire « mon enfant m'a dit ce que nous les adultes nous appelons un viol incestueux, une agression sexuelle incestueuse », nous disons menteuse, manipulatrice. Et nous gommons le réel et nous envoyons des enfants dans la maison de la terreur. Je regarde le président Jean-Marc Sauvé qui sait mieux que moi, par la SIAZ, ce que j'entends aussi, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Ces personnes de 40, 50, 60, 70 ans, voire plus, qui viennent décrire ce qu'elles ont vécu dans leur enfance, l'horreur, les terreurs extrêmes. Aujourd'hui, la société est prête à les entendre. Elle est prête à leur dire c'est grave. Je vous crois. Mais je vous crois va jusqu'à leur dire aujourd'hui, vous auriez 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je vous croirai aussi. Je vous remercie de votre attention. Merci Edouard Durand, merci pour votre présence et pour ces mots, je crois, très forte résonance. Ici, on va essayer d'enchaîner et de conclure avec vous, Aude Kaman, directrice de France Victime 38 à Presse, pour évoquer le renforcement de la protection du mineur au sein de la famille. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, effectivement, je remercie très vivement France Victime 54 de m'avoir invité pour me faire parler d'un sujet qui m'est particulièrement cher. Et pour faire une transition, je ne sais même pas comment pouvoir la faire avec les propos de M. Durand, je voulais simplement lui dire que oui, on se connaissait, vous vous rappelez, j'étais une petite administratrice ad hoc à Marseille et vous étiez juge des enfants et déjà à cette époque-là, on vous vénérait. Bon, alors il faut y aller. Donc, l'administrateur ad hoc, le sujet qui m'était proposé, c'était le renforcement de la protection du mineur au sein de la famille par l'administrateur ad hoc. Donc, en quelques mots, quelques minutes, je vais tenter de vous présenter ce personnage plutôt méconnu, qui est l'administrateur ad hoc et son rôle auprès du mineur. Alors, comme vous le savez tous, le mineur est considéré par le droit français comme un incapable, tout en ayant des droits. Il n'a pas l'aptitude pour les exercer. Donc c'est par le mécanisme de la représentation que le mineur pourra agir en justice. Ainsi, le représentant légal du mineur, détenteur d'autorité parentale, agit en représentant son enfant dans la mesure où il y a identité d'intérêt entre eux. Mais il arrive qu'un conflit d'intérêts ou une opposition d'intérêts survienne entre eux. Dès lors, l'intervention d'un représentant spécial s'impose. Et en droit français, le législateur lui a donné le nom d'administrateur ad hoc. Alors l'administrateur ad hoc est une institution qui avait été consacrée en matière civile dans un souci de protection essentiellement d'ordre patrimonial du mineur par la loi du 6 avril 1910. Et son champ d'intervention concernait principalement des affaires de succession, de partage, des actions en matière de filiation. Il a fallu attendre 1989 pour que sur le plan pénal, le terme d'administrateur ad hoc apparaisse.
C'est par la loi du 10 juillet 89 sur la prévention des mauvais traitements à l'égard des mineurs et la protection de l'enfance que ce terme est apparu. Il a donné lieu à l'article 87-1 du Code de procédure pénale. Mais cette disposition apparaissait malheureusement trop restrictive dans la mesure où l'administrateur ad hoc ne pouvait être désigné que par le juge d'instruction saisi de fait commis volontairement à l'encontre d'un mineur par les titulaires de l'exercice de l'autorité parentale de l'un d'entre eux. Donc toute personne extérieure, grands-parents, beau-père, ne faisait pas partie de ce champ d'intervention et de désignation. C'est finalement la loi du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions de nature sexuelle et la protection des mineurs qui a abrogé cet article 87-1 du Code de procédure pénale et a modifié le régime et les conditions d'intervention de l'administrateur ad hoc afin d'assurer une meilleure prise en compte des intérêts des mineurs victimes. Et donc on en arrive à cette loi 98 qui a donc inséré dans le Code de procédure pénale l'article 706-50 que tous les administrateurs ad hoc connaissent puisque c'est le fondement et le seul fondement de la désignation d'un administrateur ad hoc au pénal. Et étant donné qu'il n'y a aucun article concernant l'administrateur ad hoc, je me permets et de l'écrire et de vous le lire. Cet article dit le procureur de la République ou le juge d'instruction saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. De ce texte, il ressort deux enseignements. Il s'agit d'un mandat judiciaire, la désignation d'administrateur ad hoc, mandat judiciaire limité dans le temps. Ce mandat s'achève avec la majorité de l'enfant, son émancipation, voire son décès, ou plutôt dans le cas d'un acquittement, d'une relaxe, d'un classement sans suite, d'un non-lieu, ou en cas d'absence de dommages et intérêts à recouvrer. Ce mandat d'administrateur ad hoc est également limité dans son contenu puisqu'il vise la protection des intérêts du mineur dans une affaire pénale et, s'il y a lieu, l'exercice des droits reconnus à la partie civile. Cette limitation est un rempart contre tout empiètement abusif sur les droits parentaux par l'administrateur ad hoc. De façon très pragmatique, cette mission débute le plus fréquemment pendant la phase d'instruction de l'affaire, elle se poursuit lors du procès et continue éventuellement avec le recouvrement des dommages et intérêts et le placement de ces fonds sur un compte rémunéré ouvert au nom du mineur et bloqué jusqu'à sa majorité. Finalement, on peut dire que l'administrateur ad hoc est un organe de substitution quand l'organe principal est défaillant. Il vient finalement rétablir l'équilibre des forces dans un contexte familial particulièrement dégradé. Mais quel est son rôle à cet administrateur ad hoc? Eh bien, finalement, on peut dire qu'il a un rôle pédagogique et juridique auprès du mineur. Il lui appartient d'expliquer le déroulement, l'intérêt et l'enjeu des différentes phases de la procédure judiciaire auxquelles il est ou il sera confronté. Très concrètement, il incombe à l'administrateur ad hoc de se constituer partie civile, de choisir un avocat qui agira au titre de l'aide juridictionnelle, de prendre connaissance du dossier pénal, bien évidemment de rencontrer l'enfant afin de lui expliquer la procédure en cours et le préparer aux différentes étapes procédurales à venir, de formuler des demandes d'actes, d'accompagner physiquement et moralement l'enfant lors des auditions, confrontations, expertises, audiences, de demander réparation du préjudice subi par l'enfant et le chiffrer avec l'aide de l'avocat, d'exercer au moins les voies de recours, d'informer le juge des tutelles compétent afin d'être autorisé à recouvrer et placer les fonds remontant aux mineurs,
de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, ou le SARI, ou éventuellement un huissier de justice pour le recouvrement des fonds, de placer les fonds avec l'accord du juge aux affaires familiales chargé des tutelles des mineurs, de remettre à l'autorité mandante un rapport de fin de mission détaillant les démarches accomplies. L'administrateur ad hoc doit être un lien entre l'enfant, la famille, les réseaux médicaux et socio-éducatifs et le magistrat en charge de l'affaire et bien évidemment l'avocat. Et puis dernièrement, il remet également l'ensemble des documents judiciaires et financiers de son dossier à l'enfant qui a atteint la majorité. Au-delà de cette énumération basique, l'administrateur ad hoc se heurte à des réalités bien différentes selon les mandats confiés. Ainsi, il doit pouvoir apprécier chaque situation dans sa problématique et adapter chacune de ses décisions. Notamment quand des liens peuvent perdurer entre l'enfant et le parent. La demande de réparation du préjudice subi par l'enfant victime illustre parfaitement cette difficulté. Non seulement cette phase de la procédure doit être longuement évoquée et expliquée aux mineurs, mais il faut éviter toute démarche systématique concernant cette demande et toujours y donner du sens. Exiger d'un parent qu'il verse une somme sur un compte bloqué ouvert au nom de son enfant, alors que lui-même se trouve en grande précarité et que l'enfant réintégrera rapidement le domicile familial, ne revient-il pas à amoindrir le pouvoir d'achat de la famille avec des conséquences sur le quotidien de l'enfant, dont les intérêts sont censés être protégés par l'administrateur ad hoc? De même, comment un enfant pourra-t-il revenir au domicile familial sans appréhension des représailles ou de vives réactions du parent qui aura été condamné à payer les dommages à intérêts et qui devra verser en fin de chaque mois une somme grevant les ressources familiales? Préalablement, il est essentiel de mettre du sens derrière ces dommages à intérêts demandés et alloués. Faute de quoi, la réaction de l'enfant ne se fait pas d'attendre. Et il nous dit, c'est l'argent pour avoir couché avec papa. D'autres difficultés, parfois très terre à terre, peuvent survenir. Un parent qui refuse de collaborer avec l'administrateur ad hoc dans le cadre d'un examen expertal, par exemple. Par ailleurs, sans forcément le développer, puisque ça a été évoqué par M. Durand également, l'administrateur ad hoc doit se positionner quant à la demande de retrait d'autorité parentale qui va pouvoir être prononcée par la juridiction de jugement. Effectivement, c'est une question fondamentale. Toutefois, chaque décision doit être prise avec une grande réflexion. Il faut absolument donner un sens à tout positionnement sur cette demande de retrait d'autorité parentale. Dans le cadre de sa mission, l'administrateur ad hoc détermine l'intérêt de l'enfant. Néanmoins, dans la mesure où c'est le mineur qui supportera les conséquences de la décision judiciaire, il est difficile de décider sans lui, contre lui ou pour lui, au nom de ses intérêts. Cela reviendrait à infliger une nouvelle forme de violence à ce mineur. Même s'il semble parfois bien éloigné de son propre intérêt, sa parole, son désir doivent être entendus, mais pas pour autant suivis. Il arrive par exemple que l'administrateur ad hoc se retrouve face au refus du mineur d'être confronté devant le juge d'instruction, alors que le dossier n'est alimenté que des premières déclarations de l'enfant qui se heurtent aux dénégations virulentes du mise en examen. Malgré son mandat lui imposant d'exercer les droits reconnus à la partie civile, l'administrateur ad hoc peut se trouver face à un dilemme. Reconnaître le droit à l'enfant de ne pas vouloir se lancer dans l'aventure judiciaire, voire de pardonner à son parent agresseur, ou agir malgré l'opposition de l'enfant. Tous les professionnels confrontés aux problèmes de maltraitance intrafamiliale insistent sur la fragilité et la solitude de l'enfant, les risques de pression et de manipulation auxquels il est exposé, son besoin d'être écouté, accompagné et protégé.
Pour conclure, le rôle de l'administrateur ad hoc est de permettre à l'enfant de vivre le moins mal possible la situation et de s'efforcer de lui faire comprendre la réponse judiciaire aux actes qu'il a subis. Et bien évidemment de lui assurer la protection de ses intérêts extra-patrimoniaux et patrimoniaux. Maintenant que je vous ai convaincu du rôle fondamental de l'administrateur ad hoc dans la protection des intérêts du mineur, je l'espère en tout cas, je ne vous cache pas que cette mission reste peu attractive du fait de sa faible rétribution par frais de justice au regard de la charge de travail, ce qui contribue également à sa méconnaissance sur notre territoire. C'est un travail qui est sans cesse remis en question et à la réflexion au sein de France Victime, et c'est un travail qui va de nouveau, dans les prochains mois, faire l'objet de travaux approfondis sur cette revalorisation de la mission absolument nécessaire pour un travail de qualité et efficace. Je vous remercie. Merci, monsieur Abdelkader.